Donc aujourd'hui, pour animer ce webinaire, on est deux présentateurs. Donc Hong, qui s'occupe de la partie qui est country, qui s'occupe du country management pour la France. Bonjour tout le monde, enchantée. Et moi-même, donc Rachid Mehena, je suis partenaire opération manager pour la France. Donc je m'occupe plutôt plutôt de la part plutôt des opérations. Aujourd'hui, on va voir essentiellement trois éléments de la scorecard que vous avez peut-être déjà vu lors des réunions précédentes. En fait, c'est les trois piliers, c'est les trois éléments clés des opérations et du marketing. Le premier, c'est le merchandising and review, qui sera donc présenté par Hong. Le deuxième élément, ce sera l'availability, donc la disponibilité des produits, qui est un élément clé pour les opérations. Et d'un point de vue encore plus opérationnel, tout ce qui touche au transport et à la fluidité des livraisons. Donc voilà, on a 1 heure pour vous faire une présentation et puis 15 minutes à la fin pour une session de questions-réponses. Je vous propose directement de démarrer par la partie opération. On a notamment 5 points qu'on va voir aujourd'hui. Dans un premier temps, c'est comment est-ce qu'on peut optimiser la disponibilité et la fiabilité du stock. Le deuxième point, ça va être les bonnes pratiques en gestion d'entrepôt. On verra ensuite comment est-ce qu'on peut optimiser le transport amont et aval. Et puis, une petite to-do list pour vous sur les prochaines étapes. Alors, on démarre directement par comment optimiser la disponibilité et la fiabilité du stock. On a notamment... alors, c'est important d'avoir un stock disponible, bien évidemment, parce qu'on est e-commerçant, on veut proposer le choix le plus large possible et donc le plus disponible possible aux clients. Et surtout, Wayfair, l'algorithme de Wayfair va mettre en avant les produits qui sont le plus disponibles. Donc, plus votre disponibilité produit est élevée, plus le produit va se retrouver, va être mis en avant par l'algorithme de Wayfair. Et ça, c'est un élément très important si vous voulez vendre plus. Donc, on a 4 actions opérationnelles, 4 recommandations opérationnelles. La première, c'est de consulter nos prévisions. Vous avez sous Partner Home une partie, directement à l'entrée, en fait, les forecasts sur les prochains mois. Donc, c'est des forecasts qui sont calculés sur la base de l'historique. Donc, bien évidemment, il faut ensuite, de l'autre côté, les retravailler. Est-ce qu'il y a des nouveaux produits que vous allez mettre en place? Est-ce qu'il y a des produits que vous allez arrêter? Et ça vous donne déjà une première indication de la tendance. La deuxième recommandation, c'est de sécuriser votre capacité. Normalement, vous avez tous des courbes qui ressemblent à celle qui est présentée à l'écran. Vous allez avoir forcément un futur proche qui est sécurisé et un futur lointain qui est de moins en moins sécurisé. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est de réserver votre capacité. C'est toujours plus facile de délaisser de la capacité que d'en chercher quand on n'en a pas. Le troisième axe, c'est de segmenter vos produits. Vous avez certains produits qui, et pour le coup, Pareto est votre meilleur ami dans ces situations. Vous avez des produits qui sont des high runners. Soyez sûr de les identifier et surtout de refaire ce travail régulièrement afin de pouvoir plutôt les privilégier. Et enfin, de prioriser vos produits de spécialité. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Si vous avez des produits qui ont une forte notoriété, vous avez beaucoup de ventes, descendez dans un degré de finesse, de prévision des opérations beaucoup plus important. Ne vous concentrez pas sur les 5% du Pareto de la queue, mais plutôt vraiment sur les quelques produits qui vont faire 80% du volume. Pour vous aider, et c'est difficile de ne pas en parler, c'est Castlegate.
Donc CastleGate, c'est la solution logistique proposée par Wayfair pour gérer en fait vos opérations, pour vous aider à gérer vos opérations. On a plusieurs leviers que vous pouvez utiliser au sein de CastleGate. Le premier levier, c'est d'utiliser le port-to-door. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est tout simplement laisser CastleGate gérer la partie transport depuis le port, soit un port européen, voire même un port basé en Asie, jusqu'à l'entrepôt CastleGate. Alors, l'avantage, c'est qu'on évite les frais logistiques liés au transport et on évite les ruptures de charge, donc les potentiels dommages sur les produits. Et bien évidemment, on réduit les délais d'acheminement. C'est toujours plus facile. CastleGate fonctionne très bien pour les produits qui ont une forte rotation. Si vous avez des produits que vous avez identifiés à l'aide du Pareto, qui sont vos high sellers, mettez-les plutôt chez CastleGate et par contre, gardez plutôt en dropship les produits qui sont à faible ou moyenne rotation. Enfin, n'oubliez pas qu'on a 2 entrepôts CastleGate, un qui est basé en Allemagne, près de Francfort, et un qui est basé au centre de l'Angleterre. Donc, si vous visez plutôt le marché anglais, si vous visez plutôt le marché allemand, n'hésitez pas à aller placer des produits dans ces 2 entrepôts. Vous serez beaucoup plus proche des clients et donc vos délais seront beaucoup plus courts. Voilà pour CastleGate. Également, quelques conseils concernant les données, le transfert de données. C'est en fait ce qui va permettre à notre site d'afficher le bon produit avec la bonne information. Donc, au niveau de la transmission des données, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir un flux par site. Si vous avez 5 entrepôts, on préfère recevoir 5 EDI avec les informations de chaque entrepôt plutôt qu'un EDI global. Lorsque c'est possible, on va vous demander d'intégrer également les retours en stock. Si vous avez des produits, si vous avez 10% de retour, si on peut avoir la visibilité sur ces 10% de retour, c'est potentiellement une sélection plus grande, des produits en plus. Et si vous avez des produits qui ont été ouverts, nous, on peut également en tenir compte et les vendre tels quels. Enfin, essayez de maintenir également des produits qui sont disponibles et pour le coup qui sont pas des fins de série. Vous avez un outil sur Partner Home qui va vous permettre d'enlever, alors soit individuellement, soit en masse, par exemple de retirer 100 produits qui sont en fin de série, donc ce qui vous permet de garder un catalogue toujours à jour sur le site. Au niveau de la qualité des données, on va vous demander dans le cas normal, de nous envoyer en fait un état des stocks toutes les 15 minutes, notamment si vous avez beaucoup de volume, s'il y a beaucoup de changements, c'est important pour nous d'avoir les stocks les plus à jour possibles. Sachant que la meilleure option, on y reviendra tout à l'heure, c'est une intégration via l'API. C'est ce qui permet en fait d'avoir un stock quasiment en temps réel. Donc justement, on va en parler de ces fameuses connexions. Ce qu'on recommande, c'est vraiment d'avoir un EDI direct ou un API afin qu'on ait la vision la plus à jour possible. Typiquement, on a 3 scénarios et souvent, le premier scénario, c'est lorsqu'on démarre, lorsqu'on a très peu de volume. À ce moment-là, on utilise essentiellement Partner Home. Les commandes, vous les trouvez sous Partner Home. Potentiellement, vous mettez à jour les stocks 1 à 2 fois par jour, donc c'est très manuel. Et ça, c'est quand ça se passe bien. C'est une bonne méthode, c'est un bon point de départ lorsque vous avez mais vraiment quelques commandes par jour.
Dès que vous allez commencer à avoir un petit peu plus de volume, on va plutôt préférer passer sur une solution de type EDI pour avoir en fait des remontées d'informations beaucoup plus régulières. Et lorsque on est vraiment full speed, l'idéal, ce serait d'avoir une connexion, alors soit en EDI direct, soit en API, qui permet en fait d'avoir un stock vraiment en temps réel et de pouvoir décrémenter le stock en temps réel et d'afficher au client ce que vous avez réellement en stock. Et c'est vraiment très important pour ne pas être en rupture ou bien le cas de faire en fait de perte des ventes parce qu'en fait, on avait le produit, il aurait pu correspondre à un besoin client, mais comme Wayfair n'avait pas l'info que le produit était en stock, il n'a pas pu le proposer. Donc, je vous propose de passer à la partie gestion d'entrepôt. Donc là, on va rentrer un petit peu plus en détail dans le fonctionnement d'un entrepôt. Le point clé, c'est que votre entrepôt, il doit permettre de faire des expéditions régulières. Donc, il y a 6 bonnes pratiques, qu'on détaille dans la slide, pour vous aider à expédier de manière fluide les commandes vers le client, donc, essentiellement lorsque vous êtes en dropship. Un premier point, sous Partner Home, vous avez la possibilité d'indiquer les horaires de fonctionnement de l'entrepôt et également les jours d'ouverture et de fermeture. Alors, c'est important parce qu'en fait, lorsqu'on va proposer un délai à un client sur le site web, on va tenir compte des jours d'ouverture et de fermeture pour calculer en fait le délai de livraison. Donc, si vous êtes fermé les samedis, dimanches, ou bien si vous avez des périodes de fermeture beaucoup plus longues pour maintenance ou autre, c'est très important qu'on ait cette info. Donc, vous avez une option sous Partner Home. Vous avez également les horaires qui nous servent sur la partie cut-off. Donc, pouvoir ajouter un ou plusieurs jours au besoin. Alors, le deuxième point, c'est là votre organisation, en termes d'organisation interne de votre entrepôt. Essayez d'avoir plusieurs quarts ou bien d'utiliser des heures supplémentaires, notamment comme tous les entrepôts de France et de Navarre, le lundi et le mardi, c'est essentiellement les journées les plus chargées à cause des commandes du week-end. Donc, ça va être les jours où vous allez avoir besoin de plus de main-d'œuvre. Et à côté de ça, adapter également la fréquence de collecte en fonction des volumes. Donc, pareil, si vous discutez avec votre directeur d'entrepôt, il va vous dire le lundi et le mardi, c'est toujours les journées les plus chargées, puisqu'il faut rattraper les commandes qui sont tombées le week-end. Vérifiez également avec votre directeur d'entrepôt qu'il utilise bien la méthode FIFO, donc First In, First Out, ce qui veut dire que vous traitez les commandes les plus anciennes en première. Ça paraît très logique, mais parfois, vous pouvez vous dire je vais privilégier tel canal par rapport à un autre, je vais privilégier tel produit par rapport à un autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de Wayfair, les commandes qui sont en retard, elles sont le plus susceptibles d'être annulées. Donc, une commande en retard a très grande chance de finir par une vente perdue, ce qui est dommage. Donc, c'est vraiment, essayez vraiment de respecter au maximum et surtout, faites en sorte que l'entrepôt vérifie ce point, vérifie qu'ils ont bien traité les commandes les plus anciennes. Demandez à votre entrepôt également de contrôler tout ce qui est étiquetage et emballage. Une fois que le produit il est piqué, il est mis sur le quai, ce n'est pas suffisant. Il faut également que l'étiquetage soit le plus correct possible. Par le passé, j'ai eu des soucis avec des étiquettes qui étaient mal imprimées, qui étaient mal collées, qui se décollaient. Si l'étiquette tombe pendant le transport, le colis est perdu. C'est aussi simple que ça. Vérifiez également tout ce qui est éléments fragiles.
Est-ce que ça nécessite un suremballage? Est-ce qu'il faut mettre ça dans un autre carton? C'est des points de contrôle, c'est des points de contrôle visuels très rapides qui peuvent être faits par les agents de quai. Enfin, un point important, si jamais à un moment vous avez des lead times qui deviennent beaucoup plus grands ou au contraire qui se réduisent, sachez que vous pouvez les faire ajuster. Donc pour ça, contactez votre partner Ops côté Wayfair pour lui dire, voilà, j'aimerais bien allonger mes lead times parce que je sais que je vais avoir de la maintenance ou bien il manque du personnel. Ou bien au contraire, on a optimisé les process, on peut gagner 2, 3, 4, 5 jours. Donc, réduisons les lead times. Si vous, surtout réduire les lead times, ça va vous permettre en fait forcément de faire plus de ventes, car c'est un point vraiment très important pour les clients. Quant à l'allongement, c'est également un point important. Il faut savoir que côté Wayfair, on est customer first. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire une promesse client et de s'y tenir. Et les lead times sont un point très important. Je vais essayer d'aller assez rapidement sur les points suivants, mais ce qu'on vous recommande, c'est d'utiliser les capacités de transporteurs le week-end. En fait, il faut savoir que les transporteurs souvent fonctionnent samedi et parfois dimanche et qui ont de la disponibilité. Parce que justement, tous les entrepôts, enfin, l'essentiel des entrepôts en Europe ne travaillent pas samedi, dimanche ou très peu. Donc, il y a de la capacité que vous pouvez utiliser. Si vous avez la possibilité de travailler le week-end, encore une fois, je sais, c'est compliqué socialement, mais ça vaut le coup de poser la question. Parfois, juste le samedi matin, ça peut vous aider à dégager déjà une partie du backlog et de pouvoir utiliser les capacités donc, le week-end. Voilà. Posez la question, vérifiez, regardez quelles sont les capacités et derrière, prenez la décision si ça le justifie. Concernant également le fonctionnement de l'entrepôt, vous avez différents modes, souvent également liés au volume. Travailler en 1/8 avec une fermeture les samedis et dimanches, si vous avez très peu de volume, pourquoi pas. Le mieux, c'est quand même d'avoir 2 quarts. Et enfin, le top, c'est de pouvoir également utiliser au besoin le week-end ou au moins le samedi pour pouvoir diminuer du backlog. Enfin, on va aborder la partie transport avec le transport en amont et le transport en aval. Sur la partie amont, un point, c'est que les tarifs spot du fret maritime ont un tout petit peu baissé. On est autour de 12 000 $ aujourd'hui le conteneur depuis l'Asie vers l'Europe. Ça va peut-être pas beaucoup continuer de baisser. Donc, il y a des contraintes qui sont vraiment très fortes au niveau du fret maritime. Donc, nous, ce qu'on conseille, c'est de maintenir une communication vraiment importante avec vos affréteurs. De mettre à jour également, lorsque vous avez l'information, les cargo ready dates et de prioriser les réceptions dans vos entrepôts. C'est de manière, encore une fois, à faire en sorte que ce soit le plus fluide en amont. Essayez de maintenir également une disponibilité forte, notamment lorsque vous approchez de la peak season, lorsque vous avez des pics. C'est ce qui va vous permettre de mieux gérer justement ces phases de pic. Ce qu'il faut retenir ici, c'est n'essayez pas de garder des capacités de réserve de fret pour la suite de l'année. Si vous avez des produits, n'hésitez pas à les envoyer. Et si vous avez l'opportunité de réapprovisionner directement CastleGate, si vous êtes utilisateur, n'hésitez pas à réapprovisionner directement.
On a également une solution pour vous aider sur cette partie amont. Donc, je l'avais un petit peu esquissé lorsque je discutais de CastleGate. C'est ce qu'on appelle FBCG et FBS. Alors, c'est des acronymes pour Fulfillment by CastleGate and Fulfillment by Supplier. Et en gros, on s'est utilisé les capacités logistiques de Wayfair pour gérer la partie affrètement. Donc, typiquement, depuis un port basé en Asie jusqu'à votre entrepôt en Europe ou bien vers l'entrepôt Wayfair. Alors, juste pour vous donner une idée, aux États-Unis, Wayfair est le numéro 10 en termes de volume de conteneurs échangés. Donc, on a un poids qui est très important avec les compagnies maritimes. On a également des tarifs qui sont du coup beaucoup plus intéressants que les tarifs spot ou que les tarifs que vous pouvez négocier sur un petit volume. Et en plus de ça, si vous utilisez CastleGate, l'avantage, c'est que le flux d'informations entre le port de départ et CastleGate est vraiment très fluide. Donc, ça nous permet en fait d'avoir une visibilité totale sur les arrivées des produits. Donc, si vous êtes intéressé par Fulfillment by CastleGate ou donc l'envoi à notre entrepôt ou l'envoi à vos entrepôts, surtout n'hésitez pas à nous contacter. L'objectif, en fait, c'est vraiment d'avoir de la visibilité et également de stocker les produits au plus près des clients. Un point sur le transport aval. Ce qui va faire, lorsque vous êtes en dropship, donc lorsque c'est vous qui gérez l'envoi vers les clients finaux, forcément, la coordination avec vos transporteurs est essentielle pour permettre de pouvoir les expédier à temps. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, les transporteurs de petits colis sont très chargés le lundi et le mardi. Encore une fois, comme tous les entrepôts en Europe, ferment samedi, dimanche. Il y a un gros pic le lundi, mardi. Donc là, c'est juste pour enfoncer une dernière fois le clou. Si vous avez la possibilité d'utiliser la dispo du week-end, surtout, n'hésitez pas. Partagez également des prévisions avec vos transporteurs. C'est anecdotique, mais il n'y a pas beaucoup d'entrepôts qui travaillent vraiment avec, de ce que j'ai vu, travaillent vraiment avec les transporteurs qui leur envoient régulièrement des prévisions sur les jours de pic d'activité. Donc, n'hésitez pas à mettre en place des routines hebdomadaires ou mensuelles avec l'envoi de forecast. Essayez d'avoir les collectes les plus régulières possibles. Même si je sais, le camion n'est pas toujours plein, c'est toujours mieux de pouvoir expédier ce qui est sur le quai à destination des clients plutôt que de vouloir retenir 2-3 jours avant d'avoir un camion complet. Et enfin, respectez les délais de traitement. Lorsqu'on vous envoie une commande, vous avez toujours une date d'expédition au plus tard. Donc, c'est vraiment important que vous puissiez la respecter pour que justement, on puisse derrière se dire OK, le lead time, il est respecté à 99%, c'est top. Ou bien attention, si le lead time n'est respecté qu'à 80% ou à 70%, on va vous dire, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux allonger les lead times? Toujours pour protéger le client final et respecter la promesse qu'on lui fait. Voilà, donc les points clés à retenir, c'est que travaillez vraiment étroitement avec vos transporteurs. Et si jamais un transporteur n'a pas fait de collecte, surtout, n'hésitez pas à ouvrir un ticket. Nous, ça va nous permettre également d'avoir du feedback sur la manière dont le transporteur interagit avec vous et s'il y a des points à affiner. Là, c'est simplement un tableau de synthèse. Ce qu'on vous recommande, c'est d'être plutôt à droite. À gauche, si jamais il y a des faibles volumes.
Juste un point, si vous avez l'opportunité de faire du chargement en décalé, c'est-à-dire d'avoir une remorque à quai et de pouvoir la charger quelque part quand vous voulez, plutôt que de faire du chargement direct, privilégiez toujours les chargements en remorque. Ça va mettre moins la pression aux opérateurs lors du chargement, donc minimiser les risques de dommages sur les produits. Alors, je vais conclure simplement en vous donnant quelques devoirs à faire à la maison. Donc, c'est notamment les questions que je vous conseille de poser à vos équipes pour savoir où est-ce que vous en êtes. Alors, sur la partie logistique, essayez de demander si vous partagez des prévisions avec les transporteurs, si vous êtes au clair sur les engagements de collecte, si en termes de quais, vos quais sont bien disponibles, notamment pour tout ce qui est gros colis, combien de remorques vous pouvez préparer quotidiennement, et puis également posez la question à vos transporteurs sur les capacités du week-end. Sur la partie entreposage, et posez-vous la question, notamment avant les pics, quels sont les jours où vous allez avoir des gros volumes à traiter. Combien d'équipes travaillent? Est-ce qu'il vaut mieux utiliser des heures supplémentaires ou bien des équipes supplémentaires, sachant que les heures sup, vous ne pouvez pas non plus en abuser, mais en même temps, avoir des équipes supplémentaires, ça demande des formations, surtout si c'est pour bosser quelques heures par semaine. À quelle fréquence est-ce que vos entrepôts reçoivent et préparent les commandes? Et surtout, assurez-vous qu'elles soient bien traitées en FIFO. Sur la partie intégration des systèmes, posez des questions sur les fréquences d'échange des fichiers, aussi bien des ordres que du stock. Et également, est-ce que les données que vous envoyez sont correctes? Enfin, sur la partie agilité, on sait qu'il y a beaucoup de projets qui se terminent entre septembre et novembre, donc souvent avant Noël, avant Black Friday. Essayez d'avoir toujours en place un plan B si jamais ça ne se passe pas comme prévu. Si jamais vous devez utiliser un papier et un crayon à la place du système informatique, et essayez de prévoir cela de manière, essayez d'avoir ça sous la main. Voilà. Donc voilà ce qui termine la partie opération. J'espère que ça vous a été utile. Je vais maintenant passer la main à Ong pour la partie plutôt orientée marketing. Ça marche. Merci beaucoup, Rachid, pour tous les conseils partagés pour bien optimiser la chaîne logistique, autant les flux informatiques. Et ça, c'est essentiel justement pour construire une expérience cliente optimale. Donc, moi, je vais m'adresser en fait plus sur la partie merchandising et m'assurer à ce que tous les efforts qui ont été faits en amont par les équipes opérationnelles sont bien exploités et que voilà, qu'on aide en fait au max le client à s'y décider d'acheter en fait les produits. Donc, bienvenue aussi de ma part. Moi, je fais partie en fait de l'équipe Category Management France. Donc, mon rôle, c'est de partager un maximum de conseils sur les bonnes pratiques commerciales pour bien développer en fait les ventes sur notre plateforme Wayfair. Aujourd'hui, je vais en particulier essayer de répondre à la question comment accélérer en fait le merchandising afin d'optimiser les résultats de vente. Sur le slide, vous voyez quatre sujets que je vais traiter a priori. Donc, la première, c'est vraiment la question pourquoi les bonnes pratiques de merchandising sont importantes. On va par la suite jeter un coup d'œil sur les médias et les produits, pourquoi c'est important, ce que c'est et comment utiliser des outils dans Partner Home pour bien gérer en fait cette partie. Troisième partie va porter sur le contenu produit qui est également un pilier très important dans le merchandising pour vraiment encourager et enrichir l'expérience client. Et vers la fin, on aura le temps de répondre à vos questions
Donc, n'hésitez pas à les soumettre via Slido, comme mentionné par Rachid au début. Donc, si on passe en fait aux bonnes pratiques générales du merchandising, c'est important parce que on observe qu'il y a une nette différence entre les SKU, donc les produits qui n'ont pas de contenu produit enrichi et peu d'images, en comparaison avec les produits qui ont une très bonne qualité média et un descriptif produit qui est concis et enrichi. Donc, nous encourageons vraiment nos fournisseurs à travailler de manière continue sur le SKU parfait. Cela inclut justement une organisation logistique en amont, comme mentionné par Rachid, qui va permettre en fait des produits affichés au bon prix, avec une logistique optimisée avec un bon prix et avec des délais de livraison compétitifs. Mais en plus de ces critères qui sont les hard factors, il faut absolument un merchandising qui soit attractif pour vraiment encourager les clients dans sa décision d'achat. Donc, vous voyez bien qu'on multiplie les visites. Donc, ça, c'est important. Le trafic est extrêmement important de générer un maximum de volume de visites pour après avoir une bonne base pour les conversions. Donc, vous voyez aussi, bon, ce sont des chiffres qui sont approximatifs, mais ça nous donne quand même une idée de l'importance voilà, des médias et des descriptifs produits qui sont primordiales pour remplacer justement l'expérience tactile que vous aurez normalement en fait, dans les magasins. Voilà. Si on passe en fait à la section suivante, je vais faire en fait un tour plus approfondi sur la partie médias produits. Donc sous médias, nous avons quatre éléments, quasiment en fait, 4 types en fait de ressources que nous envisageons justement et qu'on propose en fait à nos fournisseurs de bien investir là-dedans. Forcément, ce sont les images, très très important pour parcourir voilà, notre site et pour avoir une expérience cliente et aussi de browsing qui est attractive. Les vidéos, c'est le deuxième. Après, tout ce qui est police, un PDF, donc tout ce qui en fait aide le client en fait à monter et à vraiment à monter en fait les produits quand c'est livré chez lui. Ça c'est très important aussi. Et après les matériaux, donc vraiment visualiser en fait la qualité des produits pour lui donner un sens de produit au plus près possible. Alors en fait pour avoir une couverture médiatique complète, ça va nous permettre à bien percevoir les produits. Donc, sur la slide suivante, on va bien voir que les clients veulent que les images soient inspirantes. Il faut que, si on regarde les images, ça donne envie en fait d'acheter. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce rôle d'image et ce rôle en fait de l'internet d'avoir une massification des produits, mais aussi de savoir le mettre dans un bon contexte pour donner envie aux fournisseurs, enfin, aux clients d'acheter. Il faut que les produits soient bien aussi présentés et qu'on fait comprendre aux clients comment utiliser les produits-là. Donc ça, je pense que c'est très important. Parfois, en fait, on rencontre des fournisseurs, ils ont investi beaucoup dans le design et il y a vraiment des fonctionnalités très sophistiquées. Mais parfois, en fait, on s'aperçoit que le client final, en fait, ne sait pas comment en fait utiliser les produits et qu'il y a des fonctionnalités cachées. Donc ça, c'est très important que se refléter bien en fait dans la partie média aussi. Et évidemment, il faut que voilà, les produits sont de bonne qualité et que c'est reflété aussi également dans les photos. Donc, pour voilà, la mise en scène est également très très importante. Donc, je pense que là, j'imagine, vous êtes tous aussi déjà un peu dans le jeu du e-commerce. Donc, je pense que c'est pas nécessaire de le répéter. Mais voilà, de mettre en fait du contexte avec les produits, c'est très très important pour justement encourager les clients à s'inspirer déjà et après, au fur et à mesure, de le pousser vers la conversion. Rachid, pour moi, la next slide, s'il te plaît. Voilà. Donc, on a en fait, en termes de gérer les médias, vous allez passer en fait par le Catalog Manager.
Donc, c'est un hub qui est en fait, voilà, que vous allez trouver dans Partner Home. Et ça vous permet de gérer en fait tout votre contenu, que ce soit en fait de télécharger le média, de remplacer ou d'effacer en fait des images, ou encore suivre en fait toutes les demandes de changement de médias que vous allez entamer dans le processus d'amélioration de merchandising. Donc, voilà, enfin, très simple. Vous avez des onglets dédiés. Pour des raisons en fait, de temps, on a préparé en fait un tutoriel, donc une vidéo qu'on va vous envoyer par la suite pour vous donner une démo de toutes les fonctionnalités du Catalog Manager. Donc, c'est vraiment le hub privilégié pour que vous puissiez gérer de manière autonome la richesse de votre merchandising. Donc, ça, c'est très important. Sur la partie contenu produit, alors, peut-être deux mots. Alors, une fois les images sont bien, vous avez des photos d'ambiance, vous avez des photos de close-up. Ce qui est très important aussi, c'est de l'enrichir à côté du visuel, les produits avec beaucoup de descriptifs, donc beaucoup en fait d'informations. Et je pense que pour les mêmes raisons que les médias sont importants, le contenu il est aussi. Donc, il faut donner un maximum d'informations utiles pour convaincre le client à l'achat. Mais il y a aussi une deuxième partie qui est très, très importante. Pourquoi, en fait, enrichir les produits, enfin, donner au maximum d'informations pour chacun des produits, c'est pour vraiment profiter au maximum de recherche du moteur et des filtres. Donc, le contenu va driver et avoir beaucoup d'impact sur les filtres de recherche. Donc, les filtres aident les clients à bien trouver ce qu'ils cherchent spécifiquement. Et donc, la recherche est très, très puissante. C'est un des premières. Si on va sur le site, si on regarde en fait le comportement de nos clients, très, très, très souvent, ils vont sur les filtres pour justement approfondir leur recherche. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça qu'il faut avoir un maximum de détails et d'informations pour que vous soyez trouvé, vos produits soient trouvés en fait au moment de l'application du filtre. Donc ça, c'est une partie très importante. Nous avons le feedback de nos fournisseurs que c'est lourd à gérer, on le sait. C'est pas évident, mais ici, je peux juste répéter ce qui a été dit en fait dans le webinaire avant. Notre site est designé de façon à ce que voilà, l'expérience client soit la meilleure possible, et c'est via notamment en fait une recherche pointue qui va tomber sur une bonne sélection des produits qu'il souhaite vraiment avoir, au lieu de browser en fait éternellement en fait dans le site, d'avoir en fait une sélection bien pointillée sur ce qu'il a cherché. Et pour cela, il faut absolument en fait des contenus produits enrichis, et c'est un très très important champ pour encore booster vos sales. En dehors du contenu produit, il y a un autre moyen très utile en fait et puissant pour booster encore vos ventes, ce sont les collections. Donc, une collection est constituée de produits ou d'items d'une même marque, mais qui ne font pas nécessairement partie de la même classe produit. Donc, cela peut être en fait un produit avec des caractéristiques ou avec un style similaire. Et ces items-là seront en fait affichés sur la page item. Donc, voilà, une fois que vous faites le setup dans Partner Home, de relier en fait un produit à un autre qui est issu de la même collection, les images des produits seront affichées en bas. Et ça, c'est aussi un accélérateur et un levier à considérer pour justement encourager encore plus de visites et de conversions pour vos produits. Parce que nous, on constate qu'un SKU qui est associé à une collection,
voilà, selon les statistiques, une valeur moyenne de commande supérieure à 10%. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc c'est-à-dire que une fois en fait les produits en fait achetés en même temps, le basket, le panier, excusez-moi, le panier en fait augmente également et ça a une répercussion très positive en fait sur les chiffres par la suite. Ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez en fait calibrer dans Partner Home. Et dans la slide suivante, on va juste jeter un coup d'œil rapide sur les outils. Avant ça, juste voilà, des exemples pour les bonnes collections. Voilà, donc on a des types ici. Vous voyez bien en fait les sideboards rouges. Donc là, c'est thématique rouge, mais après, vous voyez aussi le style un peu plus avec les rouge et doré. Et ça donne tout de suite envie aux clients voilà, d'acheter plus que juste en fait ce qu'il avait en tête au début. Aussi pour l'outdoor, donc la saison, elle est juste là. Donc le soleil, il est là en France, mais aussi en Allemagne et j'espère aussi au UK. Donc ça aussi, ce sera intéressant de faire le travail et d'associer en fait les produits pour les produits outdoor qui est la saison qui va suivre. Voilà. Donc ici quelques exemples. Donc on va vous envoyer en fait le slide, mais où vous aurez aussi en fait le recording de cette session pour justement vous inspirer en fait de connecter vos produits dans une belle collection. Donc comme promis, on va jeter un coup d'œil en fait juste sur les outils pour comment modifier en fait justement ces contenus produits. De manière générale, il y a deux façons de le faire. D'une façon, soit vous entrez directement en fait dans le masque de Partner Home. Donc, il y aura aussi un tutoriel qui sera partagé avec vous par la suite de ce webinaire. Donc, vous allez voir qu'il y a une masque où vous pouvez gérer SKU par SKU, les copies marketing, les caractéristiques des produits, les tags. Donc, vous aurez l'opportunité de vraiment travailler dans une interface intégrée. La deuxième possibilité, et je pense que ça, c'est probablement le moyen ou le biais le plus efficace de gérer tous vos produits. Vous pouvez aussi le faire en bulk. C'est-à-dire qu'on a aussi l'outil va vous permettre aussi de tirer toute la sélection de votre part et après de remplir en fait l'Excel en masse. Comme ça, vous êtes sûr à assurer en fait un bon merchandising pour toute votre sélection. Et ça, c'est très important aussi parce qu'on ne sait jamais quel pourrait être le next best-seller. Donc, très important. Donc, vous avez vraiment deux moyens de le faire, soit un par un, si vous devez ajuster quelque chose rapidement, ou soit vraiment un projet où vous faites une mise à jour en masse pour justement améliorer le merchandising pour toute la sélection. Très bien. Bon, sur ma partie, c'était ça. C'était vraiment les deux sujets qui me tiennent à cœur. C'est pas mal de choses. Donc, si on prend les parties de Rachid et aussi ma partie, il y a pas mal de choses à faire. Donc, si vous me demandez ce qu'on doit retenir en fait sur la partie merchandising, c'est très important d'être proactif. Donc, c'est vraiment le destin est dans vos mains. Nous, on est là en tant que soutien, en tant que coach, en tant qu'accélérateur pour mettre en œuvre en fait vos projets. Mais l'initiative doit venir de votre part. Donc, il faut absolument en fait compléter les tags qui sont obligatoires parce que sans tag, vos produits auront peu de chances d'être trouvés. Donc ça, c'est très, très, très important d'encourager vos équipes marketing, web marketing, de faire ce travail d'amélioration continue sur le merchandising pour avoir les meilleures chances d'être vu et d'être sélectionné par les clients. Après,
très important, c'est voilà, les images. Donc, dans le tuto, vous allez voir qu'il y a en fait des KPI qui vont vous dire si vous avez des images qui sont de mauvaise qualité, la résolution est mauvaise ou pas assez bonne. Donc, c'est très important que vous les preniez et que, voilà, que vous pouvez en fait les remplacer par les images plus attractives pour justement avoir voilà, une présentation vraiment à point pour les clients. Après les tags, les images, le troisième lieu, c'est vraiment ajouter des produits, ajouter des images en plus. Donc, et remplir en plus en fait, les attributs qu'ils ont recommandés. Donc, une fois que vous avez la base, il faut on continue en fait regarder si vous avez plus d'images, de les enrichir et aussi continuer à ajouter des attributs pour justement booster votre visibilité via les filtres. Donc ça, ce sont, je dirais, en fait, les priorités en termes de merchandising. Après, n'hésitez pas, en fait, à nous contacter aussi pour des conseils plus, voilà, encore des conseils plus spécifiques. Mais là, ce sont vraiment les bonnes pratiques pour bien s'assurer à ce que tout le travail que vous faites en amont avec Rachid et aussi avec les équipes opérationnelles seront, voilà, enfin, exploités à fond et pour après booster vraiment les chiffres d'affaires. Voilà. Je pense que c'est tout. On est assez bon dans les temps. Je propose qu'on passe à la partie questions. Et là, on aura des questions qui sont affichées dans sous peu de temps.